Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Aujourd'hui, nous accueillons un des premiers start-upers de la République. Il a une vie extraordinaire, il a un parcours qui a permis de créer des institutions indispensables au bon fonctionnement des institutions. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Christian Proto aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Vous étiez très nombreux la semaine dernière pour écouter Sixtine Moulet-Berthaud, la fondatrice du média Le Crayon, plus de 4 millions de followers, près de 80 millions de vues par mois. Elle nous a parlé à 24 ans comme une chef d'entreprise expérimentée de ses challenges, de ses ambitions. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Christian, ravi de vous accueillir aujourd'hui. On peut peut-être commencer par votre portrait. Paul-Henri, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de Christian Proto? Bonjour Christian Proutot et merci d'être avec nous pour cette masterclass de l'excellence managériale. Vous êtes un ancien officier de la gendarmerie, colonel de réserve et ancien préfet. Vous avez fondé puis commandé le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Puis, 6 ans plus tard, vous avez mis en place le groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR, chargé de la protection rapprochée du chef d'État. Pendant près de 10 ans, vous avez commandé le GIGN sur le terrain, en menant plusieurs dizaines d'opérations majeures, dont la libération des 30 enfants otages de l'Oaïda en 1976, puis ainsi que d'autres interventions emblématiques comme Clairvaux ou en Corse. Cette expérience de commandement en situation extrême fait de vous l'une des figures de référence des unités d'intervention spécialisées en France. Vous poursuivez ensuite votre parcours au plus haut niveau de l'État, comme conseiller sécurité auprès du président François Mitterrand. Vous prenez également la responsabilité de la sécurité des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, en coordonnant un dispositif de grande ampleur sur un territoire. Vous avez raconté ce parcours dans plusieurs ouvrages consacrés au GIGN et à vos années, au cœur, de l'appareil d'État, et vous intervenez désormais comme un conférencier et consultant auprès des entreprises et des organisations sur des thèmes comme le leadership en crise, la gestion du stress, la cohésion des équipes et la prise de décision sous forte pression. Un fil rouge traverse l'ensemble de vos trajectoires. Montrer que diriger, ce n'est pas seulement disposer de moyens d'action, mais d'abord savoir rester lucide quand la pression est maximale, protéger ses équipes autant que la mission et garder une exigence d'humanité dans les contextes les plus durs. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est heureuse de vous accueillir. Christian, alors vous grandissez dans une caserne à Ghisonaccia, en Corse. Votre père est colonel de gendarmerie. C'est le co-inventeur du système PROSAM, qui est l'ancêtre du fichier Judex. Donc vous baignez dans un environnement militaire. En 1972, prise d'otage tragique aux Jeux de Munich. Et là, vous recevez comme mission de créer une nouvelle unité d'élite antiterroriste. Et cette création se fait dans le plus grand secret. Oui, parce qu'en fait, créer une unité dans un contexte difficile est pas quelque chose d'évident, parce qu'il faut déjà choisir les hommes, choisir le mode opératoire et le fait de ne pas être connu, comme vous n'êtes pas encore au niveau de la mission, puisque on m'a donné royalement quelques mois pour créer cette unité, on m'a confié la mission le 24 août, pardon, 1973, et je devais être opérationnel le 1er mars 74, la vraie gageure, quoi. Et mais avant de pouvoir parler de cette unité, il fallait qu'elle soit substantielle, qu'elle existait, vraiment. Donc il fallait choisir les gens, trouver des équipements qui, à l'époque, étaient très maigres parce qu'il y avait beaucoup moins de moyens que maintenant. Amener les gens au niveau qui permettrait justement de prétendre à l'excellence. Et puis affronter les premières missions qui mettraient, cette unité, même si nous étions persuadés que nous allions être les meilleurs, montrer que cette unité était vraiment la meilleure. Donc ça a l'air relativement court dans le temps, mais ça a été un vrai challenge et surtout un vrai défi vis-à-vis de garçons auxquels on n'a pas dit, ce qui allait se passer. Il est tellement facile maintenant pour les garçons qui veulent venir au GIGN, à quoi ressemble le GIGN, puisque en 52 ans d'histoire, ils ont
ça s'est transmis Il y a des films, il y a des bouquins et de ah, magnifiques, BD, ouais, où vous racontez la 2e période, ça c'est le tome 2, donc ouais. GIGN 1976-1983. Tome 2 extraordinaire, BD, écrite en collaboration avec Poma, scénariste et illustrateur. Finalement, c'était une start-up, vous étiez très jeune à l'époque. Est-ce que vous n'avez pas eu à un moment ce qu'on entend souvent, le syndrome de l'imposteur en disant: «Mais comment je vais faire? Comment, face à une mission aussi importante pour la République et avec aussi peu d'expérience, institutionnelle dans l'organisation, dans la gendarmerie?» Comment est-ce que vous avez fait face à cette mission qui paraît, extraordinaire au sens propre du terme? Oui, alors, je reviens un tout petit peu sur votre syndrome de l'imposteur. Heu, moi, je dis maintenant que j'ai plutôt le sentiment d'être un mytho parce que comme j'ai vécu j'ai vécu, j'ai fait, j'ai construit des choses un peu extraordinaires, ouais, mais je reprends votre terme. Heu, le syndrome de l'imposteur, très sincèrement, j'ai pas eu le temps de l'avoir parce qu'il fallait, se battre tous les jours pour quelque chose. Amener les gens où vous voulez, c'est d'abord leur montrer la route, mais leur donner les moyens de faire la mission. Je me suis rendu compte après l'échec de Munich, puisqu'en gros on décortique, vous m'avez pas posé la question, mais si la question vient, je suis désolé d'anticiper un tout petit peu, mais on apprend beaucoup des échecs. Et Munich a été un échec dont on mesure pas maintenant, en dehors de ceux qui l'ont vraiment connu devant leur télévision, même si elle était en noir et blanc, ce qu'elle a pu représenter pour le monde occidental. Non pas par rapport aux raisons qui sont discutables ou pas, je juge jamais, j'essaye jamais de prendre parti sur les gens contre lesquels je suis opposé, parce qu'après tout, ils ont suffisamment leurs raisons pour faire des choses débiles, donc ça doit suffisamment les porter pour qu'on n'ait pas besoin de les juger. C'est la justice qui les jugera. Donc moi, j'avais juste à intervenir. Mais c'est vrai que de se rendre compte qu'un cénacle de paix, comme on avait le sentiment, de penser qu'il pouvait exister, à cette époque, on est dans une période post, Seconde Guerre mondiale et on avait le sentiment, après la fin de la guerre d'Algérie, que la paix, c'était quelque chose auquel tout citoyen devait aspirer et découvrir d'un coup des gens qui faisaient une opération parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils avaient été spoliés, à tort ou à raison, j'en sais rien, je prends pas position, mais qui suffisamment pour qu'ils interpellent le monde entier au cours d'un grand événement comme les Jeux olympiques, ce que d'ailleurs avait déjà fait le Black Power aux Jeux de Mexico où, pour faire, attirer l'attention sur le problème, des Afro-Américains, les athlètes qui la médaille d'or et la médaille de bronze, je crois me souvenir, aux 100 mètres, étaient venus avec un gant noir, Avec le poing levé, quoi. le poing levé Ouais, et ils étaient venus sans chaussures. ouais. Ils ont d'ailleurs c'est tragique cette affaire, ils ont été bannis du comité olympique américain, donc ils ont plus pu exercer leur sport, alors qu'ils touchaient du doigt un problème qui est apparu très peu de temps après comme étant un problème explosif. On l'avait avec la mort de Martin Luther King et cetera, tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, à un moment, les «terroristes» entre guillemets d'aujourd'hui ou de demain, peuvent mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, qui fait mal, et c'est malheureusement ce qui s'est passé à Munich. Et la réponse, et c'est là où c'est intéressant, c'est que, comme je continue à le dire, le but n'est pas de prendre position. Ils ont leur raison à eux, ils engagent leur vie et celle d'otages, on est d'accord, c'est terrible, c'est pas acceptable, mais s'ils le font, c'est qu'ils pensent que dans leur esprit, c'est juste, sinon il n'y a aucune raison de le faire. Et le faire devant des millions de journalistes, de téléspectateurs, pardon, et de journalisme, puisque les Jeux olympiques drainaient beaucoup de monde. C'était le seul moyen, un des seuls moyens, puisqu'il y avait eu beaucoup d'actions de Septembre noir, mais également de, de tous les mouvements, palestiniens à l'époque, qui faisaient que des tournements d'avions, qui était le sport, international, chaque fois qu'on avait un problème, on détournait un avion. Et histoire de faire remarquer, attirer l'attention sur une sorte de publicité gratuite, heu, pas gratuite au niveau du prix qu'il fallait payer, mais gratuite, comme ça on faisait connaître sa cause.
Et l'opération des Allemands, imposée par madame Golda Meir, qui était la première ministre d'Israël à l'époque, en disant il ne faut pas qu'ils repartent, a été montée de telle manière qu'elle ne pouvait être qu'un échec. Et c'est là où c'est intéressant par rapport à l'idée de start-up et de ce que l'on peut retenir d'une toute petite unité, puisque on a démarré à 17. Et pourquoi 17? Parce que j'ai eu 50 volontaires, mais j'en ai jugé que 17 au niveau pour ce que je voulais faire. Voilà. Donc c'était tous des gendarmes, hein? Oui, tous gendarmes, oui, D'accord. au départ. Et donc il y a eu que 50 volontaires? Oui, au départ, 50 volontaires. Ouais. Incroyable. Alors qu'aujourd'hui, on aurait probablement des Ah milliers de ben, volontaires, alors il n'y a pas des milliers parce qu'il y a des présélections. présélection, oui. Oui. Ouais. Mais ils sont à peu près 200, quoi. Tout ça pour arriver à un numerus clausus annuel qui fait que, au bout d'un an de formation, il en reste 20, quoi. D'accord. Voilà. Donc 200 à l'entrée, 200. Alors, 20, il y a un prestage avant d'accord, qui en élimine un certain nombre et on reste à peu près sur une équation de 20, 22, voilà. par an, nouveau. Là, la semaine prochaine, je vais participer à je suis invité, moi je participe pas, à la remise du brevet que j'ai dessiné, qui est le brevet symbolique au groupe, qui est numéroté, qui montre que les gens ont le niveau pour rentrer au GIGN, pour devenir opérationnel, un peu comme le baccalauréat, comme un diplôme. C'est très émouvant de remettre ces badges à Ah oui, oui, ces nouvelles absolument, recrues. surtout de voir la remise puisque maintenant, le vieux monsieur que je suis n'est là que pour, Témoigner de témoigner cette que expérience. voilà. Et avec une phrase célèbre, quand on leur remet: «Portez-les haut et soyez-en fiers», donc parce que j'ai voulu, marquer les esprits, et je crois beaucoup à la tradition et je crois qu'il faut impliquer aux gens des choses importantes pour qu'ils aient le sentiment que ce qu'ils font est pas banal. Il faut donner du sens à ce qu'ils font, puisqu'on évoque le problème du leadership. Et je reviens justement à l'échec de Munich, dans lequel je découvre, en décortiquant cette opération, 1, que les gens ont pas été volontaires, ont été volontaires mais pas préparés, pour certains, d'autres pas. Par exemple, on a décidé, on n'avait jamais formé de tireurs d'élite à l'époque, donc on a pris des gens qui faisaient de la chasse ou du tir dans des centres de tir, dans des clubs de tir. Et on a pris une espèce de commando qui devait jouer le rôle d'un équipage pour leurrer le commando du FPLP. Ils étaient 8 Palestiniens dans ce commando et à ce moment-là, les neutraliser. Une partie, ceux qui gardaient les otages qui étaient arrivés en hélicoptère, et les autres, quand on pensait qu'ils viendraient voir l'avion qui leur était destiné, et au moment où ils viendraient voir l'avion, on les interpellerait ou on les neutraliserait pour prendre une formule un peu plus douce. Sauf que le commando, entre guillemets, «faux équipage» dans l'avion, ils ont fait un mini pot, ils ont dit: «Oh là, ce qu'on nous demande, c'est infernal, on n'est pas capable de faire ça», et ils sont partis, sans rien dire à personne. Il n'y avait plus que les 5 pseudo-tireurs d'élite, 5 face à 8 preneurs d'otages, qui ont dû essayer de tirer comme ils ont pu dans des conditions pas possibles, et il a été déclenché un assaut qui a fini par un assaut de militaires qui a permis ou qui a conduit à finir arrestation qui a conduit à la mort de 5 preneurs d'otages, et il en est resté 3 vivants. Mais j'ai retiré de tout ça une chose que j'avais déjà anticipée dans 2 opérations qui étaient 2 gros échecs de la gendarmerie. L'opération de Cestas, où un père prend ses enfants en otage, parce qu'il n'y a pas que du terrorisme dans ce métier. Il y a tous les gens qui se mettent en marge de la loi pour des raisons X qui leur sont propres. Et puis, la prise d'otage de Clairvaux dans une prison où 2 preneurs d'otages avaient pris une assistante sociale et un gardien de prison en otage. À chaque fois, les menaces étaient: «Si vous intervenez, on les tuera». À Clairvaux, on s'est dit, les autorités ont dit: «On va donner l'assaut, il y a une femme, jamais ils égorgeront de», parce qu'ils avaient juste un petit couteau, «ils égorgeront de sang-froid une femme». Malheureusement, erreur de psychologique énorme, monstrueuse. La détermination, le désespoir conduit les gens à faire, au bout d'un moment, n'importe quoi. Et pour le père à Clairvaux, à Cestas, qui avait dit: «Si je vois un seul képi s'approcher, vous entendrez 3 coups de feu». Il avait 2 enfants et un pour lui.
et on a entendu 3 coups de feu. Voilà, alors, quand vous êtes jeune officier, moi j'étais en école de gendarmerie, Vous étiez en école de gendarmerie à l'époque? oui, pour Clairvaux. Oui, Cestas, je l'ai connu un peu avant puisque, c'était en 69, oui. donc je faisais la préparation pour, rejoindre Melun. J'étais, à Saint-Cyr-Coët-Quidan à l'époque, je sortais de Saint-Cyr-Coët-Quidan mais mon père était officier de gendarmerie et c'est un de ses camarades de promotion qui a eu ce commandement qui a conduit, à cette opération imbécile où on n'a pas su amener ce père qui était au désespoir suite à une décision juridique, du JAF, du juge aux affaires familiales, qui lui retirait ses enfants. Il a dit, «On ne me retirera pas mes enfants, je les tuerai, je me tuerai après». Tout le monde a dit: «Un père tue pas ses enfants», vous voyez? Avec ce genre de certitude. Pareil, dans l'opération, puisque c'est ces 3 opérations qui, à travers votre idée de start-up, vous amènent à un moment à avoir une réflexion sur le vide sidéral qu'il y a et où vous dites: «Mais, en plagiant une série, policière, bourrelle que les gens les moins de 80 ans peuvent pas connaître». Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Vous dites: «Mais comment ça se fait qu'on ait pu commettre des erreurs pareilles?» Et je me suis dit: on ne peut pas monter ces opérations sans avoir des gens volontaires, article 1. 2, il faut que ces gens soient formés à un haut niveau d'expertise par rapport à ce qu'on leur veut faire, au tir, aux arrestations, manœuvrer, à la négociation. Et 3, il faut qu'ils soient équipés. Et ce triptyque, il est immuable. Et j'adore le citer parce que les gens ont le sentiment, tout d'un coup, que vous avez eu l'idée du siècle. Mais pas du tout, c'est tellement élémentaire pour tout le monde ça. Choisir, par exemple, on a des adages idiots, en particulier dans l'armée, où l'on pense que les militaires, ils ont 20 mots de vocabulaire, 30 onomatopées, 15 cris du tureau. C'est peut-être pas complètement faux, mais on aime bien les choses simples. Parce que ça évite de se lancer dans des digressions énormes et au bout de 5 minutes, vous avez les yeux de celui qui est en face de vous qui tombent et vous l'avez largué, vous avez perdu l'interlocuteur. Donc, de temps en temps, quelques phrases ont du sens. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui vient d'un chimiste qui, je pense, le Lavoisier, pour ne pas le citer, n'avait pas pensé au départ que cette phrase, qui est une phrase de chimie, qui expliquait tout ce qu'il avait découvert, les mêmes causes produisent les mêmes effets, pouvait s'appliquer à tout. Et quand vous réfléchissez bien, eh bien, tous, dans nos expériences, on a pareil, cette réflexion de les mêmes causes produisent les mêmes effets, qui est immuable. Voilà. Et pour en revenir au leadership et au chef, à la responsabilité du chef, vous avez ces adages qui ont transpiré, peut-être ça vient de l'époque du service national, qui malheureusement a disparu, mais ça c'est un autre problème, heu, pas parce qu'il a disparu, mais qu'il a été remplacé par rien. Voilà, c'est un autre avis. Mais, qui fait qu'il y a des adages de l'armée, qui sont facilement copiés, mais pas dans le bon sens et que je corrige à l'envi. Le chef a toujours raison et moi je dis: «Le chef a toujours tort» et je vais vous expliquer pourquoi. Le chef a tort parce que il a mal expliqué la mission. Alors, vous allez me dire: «Mais non, 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 il avait bien expliqué la mission». Je dis: «Ah bon? S'il avait bien expliqué la mission, il n'avait pas choisi le bon exécutant, celui qui allait conduire la mission». «Mais non, on l'avait choisi et tout». Eh ben, vous avez quand même faux parce que vous l'aviez mal formé, sinon il aurait réussi. Voilà. Alors sur ce triptyque qui peut paraître bestial comme disent les matheux, heu, je trouve que, on partage tous à peu près la même chose sur le raisonnement, que l'on doit avoir quand on construit quelque chose et c'est comme ça que j'ai construit. Alors vous avez construit le GIGN, vous êtes très impliqué dans la structuration des exercices, les finalement, c'est une pure start-up, c'est-à-dire que vous devez tout définir. Les programmes de formation, il n'y avait pas de programmes de formation qui existaient, donc vous avez dû les inventer et on dit de vous que, les exercices, vous commenciez par les faire vous-même, dans des conditions parfois très périlleuses, avant de les faire faire à vos hommes.
Oui, je crois que l'exemple, c'est le propre de celui qui dirige. J'en reviens aux adages militaires, et il y en a un que j'adore et qui est vraiment important. On vous dit: «Une troupe manœuvre à l'image de son chef». Et si vous devez montrer le chemin, c'est pas en disant aux gens: «Le chemin, c'est vers là», c'est de prendre le premier la route. J'adore, rappeler, parce que c'est leur rendre hommage, parce que des fois on vous pose des questions sur le courage et cetera. Mais quand vous dirigez une unité comme le groupe, comme le GIGN, et que vous sentez, sans les voir puisque vous êtes devant, comme je dis en rigolant, j'ai pris mon coup de fusil dans la tête et pas dans les fesses, donc ça veut dire que j'étais devant. Heu, vous les sentez, vous êtes transcendés, ils vous portent. Vous vous n'avez plus le temps de penser à vous, vous pensez qu'à la mission et à faire en sorte que vous allez faire en sorte que vos hommes réussissent, parce que si vos hommes réussissent, vous épargnerez des vies, celle des otages s'il y a des otages, mais celle aussi des gens que l'on doit déférer à la justice. Parce qu'un des grands points importants que j'ai voulu mettre en place dès le début au groupe, on n'était pas là pour être le bras armé d'une justice. On n'est pas là pour juger. Il y a 2 temps, il faut arrêter, faire cesser la crise et déférer les gens qui ont déclenché la crise devant des juges. Mais en aucun cas se présenter comme les exécuteurs de hautes œuvres. Et alors en 1980, à Pauillac, vous êtes en pleine opération et vous êtes devant et vous êtes blessé au visage et vous dites à vos hommes: «On continue» et vous continuez avec eux. Oui, parce que, moi je tombe, malheureusement je suis pas persuadé qu'ils aient entendu ce que j'ai dit vu que j'étais quand même, plutôt amoché et que ça dégoulinait de partout et apparemment c'est plutôt un borborigme qui a dû sortir de ma bouche, vu le nombre de plombs que j'avais pris dans la tête. Mais il me semble leur avoir crié: «Ne le tuez pas». Ça me paraissait important qu'il y ait pas une suite à l'action qui soit une sorte de De vengeance. vengeance. Voilà. Et il y a d'autres exemples qui sont douloureux au groupe. J'ai en tête 2 opérations que j'ai pas eu l'honneur de commander, mais que mes successeurs ont commandées en respectant cela, parce que, pas que simplement eux en tant que chefs, mais leurs hommes. Ça veut dire que cette règle immuable est toujours le fondement même de l'esprit, du groupe. Il y a 2 garçons qui sont tombés au GIGN et les gens qui les ont touchés ont été arrêtés vivants. Ça, c'est un bel exemple Voilà, de d'éthique l'éthique, du GIGN. absolument. Alors le GIGN, c'est une partie, c'est votre première start-up. Il y a eu une deuxième start-up, c'est-à-dire que vous arrivez et alors déjà, François Mitterrand est élu en 81 et il ne croit pas trop au GIGN, je crois, hein. Il est très, dubitatif et là, vous avez un allié de poids, pour, vendre le GIGN au président de la République. Ça va plus loin que ce que vous dites, parce que je pense pas que Mitterrand lui-même, se soit posé une question sur l'existence du GIGN, mais il avait son entourage, qui était très, qui n'aimait pas trop les gens en armes, hein, voilà. Et il avait été décidé, suite en particulier à une opération où malheureusement on avait été dans une prise d'otage dans une prison qui se passait dans un mirador qui était impossible parce que l'intérieur du mirador, c'était un escalier en colimaçon métallique, donc il y avait aucun moyen d'accéder à l'endroit où étaient retranchés les 2 preneurs d'otages et leurs 3 otages. Et on a été obligé d'éliminer le danger pratiquement dans la même seconde avec ce qu'on appelle un tir commandé, hein, c'est-à-dire le tir de celui qui avait l'objectif le plus facile permettait de celui qui avait pardon, c'est l'inverse. Le tir le plus difficile, au moment où il tirait, permettait de déclencher le deuxième tir de celui qui bougeait moins, parce qu'il y avait un des 2 preneurs d'otages qui bougeait plus. Ces gens-là avaient déjà tué un gardien, ils étaient armés jusqu'aux dents parce qu'ils avaient pris, les armes. Il n'y avait pas d'opération possible, donc il y avait malheureusement qu'un seul moyen de libérer ces otages, c'était de les neutraliser. Avec cette formule, qui est pas très bonne, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et ça s'est passé quelque temps, 1 an avant le changement de gouvernement. Et je crois que, certains, journalistes de gauche, ou de presse de gauche plutôt, heu, ont
ont eu, sur cette opération, une vision d'exécution plutôt qu'une vision de libération des otages. Ils ont complètement oublié ce qui avait conduit à ce que nous soyons à devoir tirer, et en oubliant tout ce que nous avions fait avant, puisque on a libéré beaucoup d'otages avant, puisqu'au moment où la gauche arrive, le GIGN était un bilan qui voisinait les 400 otages libérés quand même, en moins de 10 ans. Et il avait été décidé, et les journaux s'en sont fait l'écho, à tel point que le directeur de la gendarmerie de l'époque m'avait convoqué pour me prévenir, puisque les journaux commençaient à en parler. Il avait été prévu de dissoudre le GIGN. Et là, je me suis dit: «C'est pas possible, l'État ne peut pas perdre un outil indispensable dans le contexte que nous Mmh. vivions». Même si l'approche du terrorisme n'était pas celle qu'on a fini par avoir avec le temps, malheureusement, et l'évolution du terrorisme, le terrorisme était très prégnant déjà à l'époque. Entre les brigades rouges, on oublie toujours, ce qui s'est passé avant, hein. Mais vous prenez la bande Abadère, vous prenez Action Directe, les actions d'Action Directe, mais il y a eu je sais pas combien d'attentats, combien de morts. Il y a eu, l'assassinat du général Audran, Président de Georges Renault, Besse, Georges Besse. voilà, le patron de Renault. Donc c'était pas, avant c'était mieux, c'était pareil, hein. Il y avait dans l'exécution violente, d'une action destinée à faire reconnaître on sait pas trop quoi, où on pense que seule la violence peut faire, comprendre quelque chose et non pas le bulletin de vote, ou écrire, des papiers ou s'exprimer sur les médias, eh bien vous avez forcément des actes violents, et à ce moment-là, il faut des unités spéciales. Donc on décide de nous dissoudre. Mon directeur me dit: «C'est fini, vous pliez les gaules, vous rangez tout à la maison, et surtout, je veux pas entendre un seul bruit». Ce qui est vraiment, donc obligé de réunir vos hommes. Donc vous êtes start-upper, vous avez construit une Voilà, énorme success story avec un impact extraordinaire parce que vous avez sauvé 400 personnes et puis là, entre guillemets, votre investisseur oui, vous dit: «Bah, désolé, on ferme tout, on arrête tout», beau parallèle. en pleine croissance. Voilà, Ça paraît complètement absurde. complètement absurde. Alors après, il faut trouver quelqu'un qui croit en vous, donc un autre investisseur, si j'ose dire, pour garder votre parallèle, et je me suis dit: «Il faut que je rencontre Ernu». C'était mon ministre de la Défense à l'époque, C'était le ministre de la Défense, hein. puisque la gendarmerie appartenait encore à part entière non plus le changement qu'il y a eu depuis M. Sarkozy, où maintenant c'est rattaché au ministère de l'Intérieur. Elle était à part entière, la gendarmerie, en ayant des missions auprès du ministère de l'Intérieur, à part entière militaire. Ce qu'elle est toujours en partie, Mmh. mais pas pour l'ensemble des missions de police judiciaire, de maintien d'ordre et tout le reste. Donc je me dis: «Il faut que je rencontre Ernu». Et je finis avec des stratagèmes, propres au désespoir, à finir par rencontrer Ernu, au cours d'une réception, chez le général gouverneur militaire de Paris qui nous aimait beaucoup, le général Perrier, que j'avais fini par soudoyer, mais qui était, quelqu'un de soudoyé parce qu'il était convaincu Il que était c'était... convaincu et donc il a organisé cette rencontre. Non, alors il avait un pot auquel il m'invitait. D'accord. Voilà, il m'a dit: «Le ministre va venir avec, le nouveau chef d'état-major des armées. Donc soyez présents. Soyez présents, en belle tenue et tout, vos décorations». J'en avais pas beaucoup, mais suffisamment pour être remarquable, puisque j'avais eu l'honneur d'avoir la Légion d'honneur 3 ans avant, 4 ans avant. Dit: «Bon, ben, vous venez avec vos décorations et je suis sûr que vous convaincrez le ministre». Et j'ai préparé ça, mais dans ma tête en me disant, alors j'étais Votre là, pitch, comme on dit. voilà, absolument, avec ma petite coupe de champagne, je me trouvais ridicule d'ailleurs, et tout d'un coup, tape sur le dos, alors que je croyais avoir bien préparé tout, et je me suis retourné, je tombe sur le ministre, Là, vous oubliez tout ce que vous aviez préparé. tout ce que j'avais préparé, qui était carré bien, et je dis d'une seule phrase, alors, Ernu, parce que j'avais déjà essayé de le rencontrer, et il s'en était rendu compte, puisqu'il dit: «Ah tiens, mon commandant, on parle beaucoup de vous en ce moment». Mais bon, c'était tout. On s'était rien dit de plus, et il m'a dit, ce qui avait continué de me déstabiliser: «Décidément, on se lâche plus, on se lâche plus, bon, monsieur le ministre, il faut absolument, que vous veniez voir mes hommes, qui vous montreront ce qu'ils sont capables de faire et surtout de ne pas faire». Comme il y avait dans la tête de certains
personnes ce qu'on a appelé le syndrome d'Allende. Il ne faut pas oublier que, au mois d'octobre 81, Sadat avait été assassiné, qui avait été à l'origine des accords de Camp Mmh. David, qui avait accepté les accords de Camp David, à l'époque. Sadat avait été assassiné par un commando, au cours d'une cérémonie militaire et ce syndrome d'Allende il y avait Allende et cetera et d'autres choses, fait qu'il y avait l'idée que peut-être, si tout d'un coup, la droite ou la droite extrême n'acceptait ce dont on pensait que nous faisions partie, sans forcément puisqu'on tenait des fusils et qu'on était des tueurs, puisque c'est ce qui avait été dit dans certains journaux que je ne citerai pas pour pas leur faire honte. Mais on était des tueurs dans leur esprit. Au moment où vous faites une opération destinée à libérer des otages et que, ayant été jusqu'au bout du cursus de négociation, de donner une possibilité à la reddition, qui est pour moi le summum du succès au GIGN, la reddition, amener les gens à À comprendre, poser les armes. à déposer les armes et donc à se rendre. Heu, c'est pas de gaieté de cœur que vous dites, vous donnez l'ordre d'ouvrir le feu. Mmh. C'est douloureux. Ça vous suit toute votre vie Mmh. parce que, il faudrait être je sais pas trop qui pour oublier qu'à un moment vous avez donné l'ordre à un de vos hommes d'en tuer un autre. Ce qui est la chose la plus terrible, ce Mmh. que j'ai toujours enseigné au groupe. Faire supprimer la vie, c'est la chose la plus dure à avoir et d'ailleurs, au groupe, quand on remet les armes aux jeunes stagiaires que vous évoquiez tout à l'heure, comme j'aime beaucoup les phrases qui doivent les marquer, cette phrase a été conservée. Au moment où on leur remet leur arme, on leur dit: «On vous remet le pouvoir, vous croyez ou vous croyez pas, mais de choses qui nous transcendent, le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de vie et de mort. Faites-en bon usage». C'est des choses qui peuvent paraître grandiloquentes et tout, mais si vous impliquez pas aux gens et dans tous les métiers, Mmh. la place qui est la leur, la responsabilité qui est la leur et ce qu'elle engage pour la communauté, pour les autres, pour tout le monde. Le rôle que vous êtes passé à côté. Mais faire comprendre à ceux que vous avez sous vos ordres que la place qu'ils ont à un moment, c'est eux qui l'ont, personne d'autre. Et ce qu'elle implique, ça c'est important et c'est essentiel. Et en disant au ministre ce que je lui ai dit, parce que malgré les digressions, je reviens sur la question qui a été posée et sur l'anecdote que je voulais raconter. Quand je dis ça au ministre, je savais que ça allait être percutant. Surtout ceux qui ne sont pas capables de faire, Qui sont capables de ne pas faire. de ne pas faire, Ouais, voilà. ouais. Et il se retourne vers Lacaze, général Lacaze, qui était donc le chef d'état-major des armées, très grand, beau profil de soldat. Qui était un de vos soutiens également? Je le savais pas à ce moment-là, D'accord. mais vous allez voir la réponse. Donc Ernu, plus petit que Lacaze, qui avait ce surnom, pour les gens qui le connaissaient bien, du Sphinx, ce qui laisse supposer de combien de mauvais vocabulaire, il était capable de distiller, même si c'était un officier brillant. Quand qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit le commandant? J'étais commandant de je venais d'être nommé commandant. Alors mon général, que pensez-vous de ce que vient dire le commandant? Et Lacaze, raide comme un i, dit: «C'est une parole d'officier, monsieur le ministre». C'est Il bon. dit: «Je suis d'accord avec vous. Bon, mais vous allez me préparer une visite au GIGN. Je vais venir avec la commission parlementaire de défense et c'est eux qui décideront si le GIGN est utile à la nation ou pas». Voilà, Magnifique. Et et au c'est mois de ainsi que vous mars, avez défendu voilà. l'existence de votre belle start-up. Eh beh, je dis que je l'ai créé et que je l'ai créé une deuxième fois. Je l'ai ressuscité, quoi. Alors après cette période, comment est-ce que se passe la transition entre, votre direction opérationnelle du GIGN et puis, la création du, service de sécurité rapproché du président de la République, le GSPR? Ouais. Alors j'ai voulu faire le GSPR à l'instar du GIGN, c'est-à-dire prendre des gens volontaires, les entraîner à une mission que personne ne connaissait avant moi.
Ça se passait comment, parce que j'imagine que Pompidou, général de Gaulle, ils avaient quand même, des Alors De Gaulle, gardes du oui. corps ou des, De Gaulle, il avait des anciens commandos, qui étaient passés plus ou moins dans le civil, ou dans la police, qui avaient assuré sa sécurité, ce qui n'a pas empêché les ouais. attentats du Petit Clamart, entre autres, parce que c'est ce qu'on appelle le 1er cercle, Mmh. dans notre jargon. J'ai défini un peu, comme je l'ai fait au groupe, un certain mode opératoire. Je suis allé passer, 2 ou 3 jours à l'USSS, United Secret Service, qui est la sécurité des présidents américains, dont on sait que malheureusement, ils n'ont pas toujours été efficaces vu le nombre de présidents qui ont été assassinés. Mais comme j'avais eu, dans plusieurs événements, échanges internationaux, l'occasion de les croiser en tant que GIGN, je m'étais dit que peut-être j'apprendrais quelque chose. Donc, grâce à des copains que j'avais formés au FBI, à l'académie du FBI, on a formé l'équivalent du GIGN au FBI, le HRT, et le groupe Delta, qui est l'équivalent du GIGN dans l'armée américaine. Et C'est nous Français qui avons oui, formé les cadres du groupe les cadres Delta du groupe Delta et les cadres du HRT. et du cadre du HRT. Ah oui, j'en suis très Extraordinaire, fier. Ouais. extraordinaire. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire, Mais parce oui, que vous parliez de start-up, la start-up, avec un garçon qui était encore à l'époque que commandant. Les commandants dans l'armée américaine, ils portent même pas la valise, hein. C'est un grade trop bas. Et j'ai participé à la commission de validation du groupe Delta en tant que commandant. Voilà, bon, j'étais très fier d'ailleurs. Avec la commission parlementaire de défense, mais cette fois-ci américaine du Sénat. donc non seulement une success story à la française, mais en Oui. plus une success story qui allait Qui a, s'exporter qui aux a été États-Unis. exporté grâce à l'opération de Djibouti, entre autres. Mais il se trouve que donc, pour revenir à votre question, j'espère, parce que sinon vos auditeurs vont y Ils passer sont du temps. passionnés. Ils sont là, ils sont à fond. Ils sont avec nous là. Je suis parti donc aux États-Unis, j'ai demandé l'autorisation d'aller aux États-Unis, 3 jours, 3 jours, et ils m'ont fait des démonstrations qui m'ont pas convaincu, qui étaient un peu à l'américaine, qui étaient un peu fort à l'amour, quoi, voilà, avec des centres, des moyens monstrueux et tout, mais ça m'a pas vraiment convaincu. Et un peu toujours de la même manière, quand quelque chose fonctionne pas bien, il faut raisonner par ce qu'on appelle la proposition inverse en mathématiques. Ça va beaucoup plus vite. On regarde tout ce qui va pas, on voit ce qui reste et on dit ce qui va pas être enlevé, on va faire ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait. C'est relativement simple a priori. Et j'ai découvert que on mettait pas en place, on mettait en place que des choses qui sont, et on le voit toujours dans les images à chaque déplacement de chef d'État, toujours le type en beau costard, les Mmh. Ray-Ban, L'oreillette. l'oreillette, on se demande ce qu'il écoute et Mmh. tout, la main on sait pas trop où, sur un holster de je sais pas trop quoi, qui ouvre la porte du président, mais c'est tout. C'est ce qu'on appelle le 1er cercle dans notre jargon, qui en fait, moi dans ma réflexion tactique, puisque vous décortiquez un sujet, qui n'était pas balayé, et vous découvrez que quand vous en arrivez à devoir utiliser ces 3 ou 4 mecs qu'on appelle le triangle ou le diamant, soit qu'ils soient 3, soit qu'ils soient 5, c'est que vous avez raté tout avant, hein. Donc il y a 4 niveaux de sécurité, j'ai décidé de les mettre en place. Donc le 1er niveau, qui est le dernier en fait, qui est le 1er cercle. Le 2e cercle, donc cette histoire de cercle concentrique, avec dans un cadre de déplacement au milieu d'une foule, ça s'adapte en fonction de l'endroit où se déplace l'autorité. Vous faites un 2e cercle au plus près ou un peu plus loin, mais qui fait l'ouverture et la couverture du 1er cercle, 2e cercle. Un 3e cercle un peu plus loin, qui est ce qu'on dit les tireurs d'élite. S'il y avait eu le 3e cercle quand Trump s'est fait tirer dessus, ça serait jamais arrivé parce que l'endroit d'où a tiré le tireur, c'est là qu'il y aurait dû avoir un type de la sécurité de l'USSS qui aurait dû se trouver. Et le 4e cercle qui est virtuel, qui est le renseignement, pour pouvoir anticiper ce qui pourrait nécessiter le dispositif que vous allez mettre en place. Voilà. Donc ces 4 cercles, j'ai construit toute ma formation sur ces 4 cercles au niveau tactique et au niveau individuel opérationnel, avec un niveau d'entraînement du niveau du GIGN, une sélection du niveau du GIGN. Et pour assurer, à défaut de la discrétion, puisque
C'était pas encore décidé d'annoncer qu'il aurait cette sécurité, même si j'avais été nommé, et ça avait fait la une des journaux, auprès du président de la République pour assurer sa sécurité. Le dire que je faisais qu'avec des gendarmes, ça risquait de créer des boutons, et on a dit: «Voilà, on va recruter des gens pour faire une unité supplétive du GIGN». Laquelle unité supplétive assurait une mission que nous avions déjà assurée dans d'autres circonstances, c'est d'aller à la sécurité du chef de l'État, mais là, pas que sur les grands événements, 365 jours par an. Voilà. Alors vous assuriez aussi la sécurité d'une certaine Mazarine Pinjot. Oui. Comment est-ce que on marie, ces exigences d'un homme extrêmement public avec quelqu'un qui est, connu des cercles initiés, mais que le grand public ne connaît pas, sans attirer l'attention? Parce que finalement les enjeux sont très différents. D'un côté, j'ai un président de la République qui se déplace, toutes les caméras sont braquées sur lui, donc c'est assez facile d'être là, enfin c'est légitime d'être là. Et de l'autre, j'ai une personne qui est extrêmement discrète, qui doit rester, dans l'ombre, mais qu'il faut quand même protéger. Comment est-ce qu'on s'adapte à cette, nouvelle configuration qui est un peu particulière? Alors, il faut dire que je le savais pas et je suis allé voir le président, quelques jours avant de faire mon voyage aux États-Unis, pour lui dire: «Voilà, monsieur le président, dans le cadre de la mission que vous m'avez confiée, je vais devoir protéger tous les gens qui peuvent créer autour de vous une vulnérabilité. Alors, il y a vos enfants, vos petits-enfants, votre épouse, d'entrée, il me dit: «Oh, mon épouse, elle a sa sécurité», ce qu'on appelait les privés, de 2 fonctionnaires ou 3 fonctionnaires de police qui assuraient sa sécurité. Elle se débrouillera toute seule. Je dois avouer que ça m'a un peu surpris, quoi, que j'ai pas occupé, comme on dit dans le jargon de l'Élysée, de madame. Et il me dit: «Bon, ben voilà, vous allez vous occuper de mes petits-enfants parce que je veux pas qu'ils pâtissent de d'une agression, simplement pour pouvoir faire pression sur moi». Il faut pas oublier que le chef de l'État et le chef des armées détient le pouvoir sur le nucléaire, et qu'on ne sait pas comment réagirait un chef d'État si tout d'un coup il était rendu vulnérable par un enlèvement, par un il me dit: «Son frère était général, heu, j'aimerais que vous fassiez ce qu'on appelle les environnements», parce que je lui ai expliqué le type de sécurité que je pouvais faire. C'est des environnements, c'est des choses avec des sondages, on appelle ça, où on met tout d'un coup des planques à un certain temps, qu'on appelle vulgairement chez les militaires des sonnettes, parce que Les sonnettes? sonnettes, oui, D'accord. qui peuvent être, attirées par, une voiture qui ne devrait pas être là, ce qu'on aurait dû faire au Louvre, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, et sa sœur également, il voulait pas qu'elle, alors il dit: «Oui, oui, je suis d'accord pour ces environnements», donc j'avais cette mission et il me dit cette phrase sibylline: «Pour le reste, allez voir Rousselet». Le reste, Rousselet qui était le directeur de cabinet Mmh. et donc le bureau du directeur de cabinet était de l'autre côté du secrétariat particulier. Je passe par le petit couloir, je tape à la porte et Rousselet était un monsieur très vieille France, pas très facile. Il me dit: «Ah mon commandant, vous me dérangez, que se passe-t-il?» J'avais pas eu le temps de me faire annoncer, puisque le président m'avait dit, de d'aller le voir. Donc vous sortiez de chez le président Ne et Et justement, vous avez tout compris, sans le vouloir benoîtement, je dis: «Je sors de chez le président» et je vois l'autre: «Bon, mais rentrez, asseyez-vous». Je découvre le pouvoir de ce mot magique de «je sors de chez le président». J'en ai usé. Heu je dis: «Beh, voilà, gna gna», je raconte ma petite histoire et à la fin, le président m'a dit: «Pour le reste, de venir vous voir». Alors comme je comprends pas cette phrase sibylline, c'est quoi le reste? Il me dit: «Oh là là!» Alors là, il se lève, il me prend par le bras, ce qu'il a plus jamais fait, de toute mes 13 ans à la présidence de la République. Après il était parti à Canal, mais on se voyait de temps en temps, créer Canal. Et il me mène gentiment vers la porte, il me dit: «Allez voir De Grossouvre», qui était un autre conseiller, qui habitait dans l'autre aile, il va tout vous expliquer. J'arrive chez De Grossouvre, même manœuvre, je tape, en plus il fallait taper fort parce qu'il avait des rideaux soi-disant faits pour éviter qu'on entende ce qui se dise à l'intérieur. Ah moi il appelait tout le monde mon petit. «Oh mais mon petit, je suis très occupé, qu'est-ce que vous faites?» Et je replace ma phrase. «Je sors de chez le président». «Ah bon, rentrez». Bon, voilà. Et il me dit: «Mais
Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Je dis: «Voilà, le président m'a dit, pour le reste, d'aller voir Rousselet. Rousselet m'a dit de venir vous voir». «C'est quoi le reste?» «Oh», me dit: «Oh beh, c'est simple, il y a une deuxième famille, et il y a une petite fille, le président a une petite fille qui s'appelle Mazarine qui devait avoir 6 ans et demi, heu et vous allez, devoir assurer sa sécurité». Voilà comment je l'ai appris. Il dit d'ailleurs: «J'appelle sa maman devant vous, je lui dis que vous allez venir le voir». Elle habitait, en plus, c'était pas très sympa, pas très loin de la rue Mazarine justement, dans un petit immeuble, qui est au-dessus d'un bistrot qui s'appelait Aux Assassins, hein, donc c'est tout un programme et je suis allé voir donc madame Pinjot. Et je me souviendrai toujours de elle m'a reçu plus ou moins entre 2 portes parce que je pense qu'à ce moment-là, elle découvrait ce que allait comporter le fait, d'être, la maman de Mazarine et La fille du président de la fille République. du président de la République et que, elle était, pas encore responsable, mais elle travaillait, au musée d'Orsay, donc une femme très cultivée et tout. À mon avis, pas très passionnée par les problèmes de sécurité, mais qui comprenait que c'était peut-être une vulnérabilité, Mazarine. Elle me dit: «Bon, beh, écoutez», alors je m'en souviens toujours parce que Zaza, parce qu'après on l'a appelé entre nous Zaza, mes hommes surtout, pas moi, hein. Moi, après, j'avais trouvé une espèce de formule, pour le président. Je savais pas trop comment lui parler de Mazarine, donc Et pour le reste? non, 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 non. Oui, mais tiens, alors, monsieur le président, le reste, non, c'est mon assistante de l'époque, qui m'avait dit, je tournais en rond, je dis: «Mais il faut que j'aille dire au président, ce que j'ai mis en place pour Mazarine, je peux pas lui dire, il sait que je sais qu'il sait que je sais, mais je peux pas lui en parler comme ça, c'est pas possible, sinon il me l'aurait dit». Ouais. Donc il fallait entretenir ça. Elle me dit: «Mais écoutez, je sais pas moi, dites la petite demoiselle, comme ça vous avez pas besoin de donner son prénom». Je trouve ça mignon. Bon, je monte, «Ah, bonjour mon commandant, qu'est-ce qui vous amène?» J'avais demandé rendez-vous bien sûr. Voilà, monsieur le président, je voulais vous dire, les mesures qui avaient été prises pour assurer la sécurité de la petite demoiselle. Et j'ai vu, à son sourire, qu'il était très content que l'on entretienne, cela. Voilà comment Mazarine est devenue pour moi la petite demoiselle pendant des années. La petite demoiselle, c'est une très jolie histoire. Ouais. Et alors opérationnellement, comment Alors est-ce qu'on opérationnellement, et c'est là où j'aurais dû, expliquer pourquoi toute cette digression, c'est que je pense que le fait qu'elle soit pas connue permet de la protéger plus. C'est pour ça qu'on a maintenu, des fois peut-être au-delà du raisonnable, la nécessité de la protéger. Moi, j'en avais rien à faire et je pense que, d'une manière générale, c'était le choix du président. Ça me regardait pas de savoir si on considérait que c'était bien qu'il y ait une deuxième famille, c'est son histoire personnelle. oui. Sauf que à l'époque, c'était pas si évident que ça et tout le monde, je pense, peut-être avait cette arrière-pensée, Mmh. y compris dans l'entourage le plus proche du président puisque, pour être très honnête, heu, pour en avoir fait l'expérience, je suis resté 13 ans à la présidence de la République, donc j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Beaucoup de gens qui, a posteriori, ont dit qu'ils étaient au courant, étaient pas au courant. Oui. Et et c'était d'autant plus décevant que, ils ont toujours dit, j'étais très proche du président, mais le président avait peu partagé Mmh. pas ce problème, mais l'existence de Mazarine. Mmh. Il segmentait beaucoup ses cercles, Voilà. le président Oh mais Mitterrand. moi je suis pour cette, théorie des cercles. Mmh. Moi j'appelle ça les mondes parallèles. Pour que ça fonctionne les mondes parallèles, faut pas qu'ils se rencontrent. Faut qu'ils restent parallèles et j'en ai fait une règle, voilà. Et alors concrètement, il y avait toujours, Alors il y des avait gens toujours à peu autour parce près que la le même, problème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait un dispositif trop voyant. voilà. Alors on avait un dispositif, très, très restreint, ce qui m'a permis d'avoir moins de monde hypothéqué sur la vie de Mazarine, que l'on amenait à l'école, que l'on amenait jouer, on accompagnait sa maman. D'ailleurs sa maman, m'avait dit: «De toute façon, vous faudra vous habituer, je ne veux pas changer mon mode de vie» et elle faisait du vélo et elle avait un panier dans lequel elle mettait Mazarine et ma première commande pour le GSP à la gendarmerie, ça a été des vélos. Des vélos Mais pour l'accompagner. qu'est-ce qu'il fout Proutot avec des vélos? Et simplement, je voudrais rendre hommage à mes garçons là, parce qu'ils ont été extraordinaires. Parce que bien évidemment, tout l'ensemble du GSPR a été au courant
de l'existence de Mazarine, puisqu'il y avait des missions d'accompagnement qui se faisaient sur des missions un peu plus larges, ou des remplacements sur l'équipe Mazarine, sur l'équipe Zaza. Il y avait une équipe qui était l'équipe principale, parce qu'il faut connaître les habitudes et tout, et surtout être accepté, parce que vous ne pouvez pas protéger une autorité si vous n'êtes pas accepté par l'autorité. Donc il faut être assez efficace dans sa vie, dans la vie de l'autorité, pour que l'autorité n'ait pas le sentiment qu'elle soit sous surveillance. C'est pas facile, hein. Et ces garçons connaissaient donc toute la mécanique qu'il y avait autour de Mazarine. Mais ils ont été formidables parce que ça a pris beaucoup de leur temps, parce que la sécurité, et c'est ce que j'avais dit au président de la République quand je lui ai présenté ma mission, comment je comptais la faire. J'ai dit: «Monsieur le président, j'assurerai votre sécurité, mais ça sera H24, comme on dit chez nous, nuit et jour, 365 jours par an. La seule chose que je puis vous assurer, c'est que vous pourrez faire confiance à mes hommes jusqu'au bout. Ils ne verront rien, ils n'entendront rien, mais ils seront là.» Et il me dit: «Seulement, je suis en droit d'attendre de vous», Merveilleux, merveilleux. avec les formules dont il avait le secret. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de leadership, parce Mmh. que vous incarnez une forme de leadership tout à fait exemplaire. Et on dit de vous que vous avez toujours eu énormément d'autorité naturelle, mais que vous êtes toujours resté très humble. Et dans le monde corporate, comme on dit, et on en discutait la semaine dernière avec Sixtine Moulet-Berthaud, qui est une autre entrepreneur de start-up, Oui. qui a créé le Crayon Group, qui est un groupe de médias. Elle a 24 ans. Elle est juste extraordinaire de leadership. Et elle conseille les dirigeants pour qu'ils soient plus visibles. Et finalement, vous entretenez cette forme d'humilité qui déclenche beaucoup de respect. Est-ce que vous pensez qu'un chef, que ce soit un chef militaire ou un chef d'entreprise, doit être visible et doit se mettre en avant, ou doit au contraire toujours rester humble? Vous avez fait le choix de toujours rester très humble. Oui, ce que vous le faites, mais vous le dites pas. Les gens le voient. Donc vous n'avez pas besoin de dire: «Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, sans moi vous n'existeriez pas, retournez chez vous». Ça a pas de sens, parce que tout seul on fait rien. Récemment, là, il y a des garçons qui s'intéressent au groupe. Alors sur LinkedIn, il y a des groupes qui se forment. Et il y en a un ils ont intitulé ça «Le revers de la médaille». Alors c'est plutôt côté Mili, avec tout ce que les gens ont comme récompense de type militaire, donc des décorations. Mais avec la problématique du revers de la médaille, c'est que c'est jamais gratuitement. Il y a quelque chose, un investissement, une douleur qui fait qu'à un moment, effectivement, vous avez été récompensé, mais le Il y a une revers de la souffrance médaille, associée, voilà, quoi. voilà. Et je me suis dit: «Tiens, il faut que je mette quelque chose». Je me suis dit: «Il faut mettre quelque chose que toi tu ressens». Heu et j'ai mis, et ça a eu une réaction incroyable. Il y a eu 35 000 réactions sur un petit truc, hein, de gens qui ont semblé être attachés à cette remarque que j'avais faite. Moi, j'ai toujours dit et je dis: «Sans mes hommes, j'étais rien». Je crois que d'une manière générale, quel que soit le poste que l'on ait dans une entreprise, qu'on l'ait construite, qu'elle soit apparue, je l'ai rappelé tout à l'heure, le GIGN, je l'ai fait, j'ai construit tout de A à Z. J'ai montré la route, je voulais ça, je l'ai fait avant pour que les gens le fassent, mais sans mes hommes, j'aurais rien été. Si les gens ne font pas exactement, ne vont pas jusqu'au bout de la démarche que vous leur montrez, vous êtes rien du tout. Donc on ne fait rien seul. Je crois que dans toute entreprise, c'est la même chose. Et même si il pourrait apparaître un peu comme décalé, la comparaison avec une unité qui engage la vie des gens. Mais la vie d'une entreprise, c'est pour la vie de beaucoup de gens, c'est aussi important qu'une opération, du GIGN. Parce on le voit avec les entreprises qui tombent. Donc qu'il y ait le sentiment, pour que tout le monde soit impliqué, que la machine fonctionne, et donner le sentiment à chacun, celui qui est en bas, presque le dernier, jusque celui qui décide de l'avenir des autres, qu'il y a besoin de cette cohésion, de ce groupe, pour que
la machine avance, que l'objectif qu'on s'est donné pour l'entreprise, avec le terme que veut dire entreprendre, se donner un objectif, c'est l'atteindre, sinon ça sert à rien, hein. Eh bien, on ne le fait jamais seul. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu besoin d'apprendre. J'ai vu mon père fonctionner. Je le cite souvent, pas mon père, mais le fait que on apprend beaucoup du commandement des autres. Et des fois aussi en négatif. Il y a des chefs que j'ai croisés, et ils m'ont appris alors que c'était des nullards. Je m'étais dit jamais je leur ressemblerai. Et ils savent pas qu'ils m'ont appris à ne pas être comme eux. Et ça, c'est important. Pour reprendre l'image de la start-up, des jeunes entrepreneurs, ils peuvent être extraordinaires pour créer une nouvelle activité, pour embarquer une équipe. Et en général, un jeune entrepreneur, il s'est remonté les manches, il a mis les mains dans le cambouis, exactement comme vous avez fait au début du GIGN. Vous créez des exercices, vous les faites vous-même, vous vous impliquez. Et puis, pour beaucoup de jeunes entrepreneurs, il y a un stade un peu difficile à franchir, qui est, de remonter en autorité, de s'extraire du quotidien pour laisser ses équipes grandir. Et ça, c'est pour beaucoup d'entrepreneurs voilà, parfois un plafond de verre parce qu'ils restent trop opérationnels. Comment est-ce que vous avez géré ce passage de la start-up où j'ai mes 17 gars et je fais tout avec eux et je suis en première ligne quand il faut faire un exercice dangereux pour leur montrer comment il faut faire et puis à un moment, acquérir cette distance, que nécessite l'autorité? Alors, je pense il y a un problème de masse critique, de cela d'un certain chiffre. Et il y a le rôle de la délégation. Il faut savoir déléguer. Mais il faut déléguer avec des gens qui pensent comme vous, ou du moins qui adhèrent à la même chose que vous, pour pas que tout d'un coup vous ayez des cheffaillons, et qui se disent: «Bon, ben ça y est, il a passé une partie du flambeau, maintenant je vais briller». Donc pour pas qu'il y ait ce sentiment, il faut donner le sentiment qu'ils ont bien leur place à cet endroit-là, mais il faut pas leur pardonner quand tout d'un coup ils oublient d'où ils viennent, et ça c'est important. Et le GIGN, on a parlé en 10 ans, heu, alors maintenant on n'en parle même pas, mais en 10 ans, on est passé, au moment où j'arrive à l'Élysée, de, 17, les 17 premiers qui ont construit cette histoire avec moi, mais très rapidement, on est passé à 60, Oui. puis et 70, en fait, très rapidement, progressivement, hein, puisqu'on faisait des recrutements tous les ans, on en prenait 2-3. Au moment où je quitte et où je ponctionne une partie du groupe, donc j'assèche un peu la partie Pour le vitale GSPR? pour créer le GSPR. D'accord, et donc c'était des Là, absolument. des membres Je n'ai du choisi GIGN? qu'un officier. L'officier s'appelle Alain Le Carreau, qui a été un officier extraordinaire dans pour faire accepter. C'est pas moi qui ai commandé le GSPR. C'est Le Carreau auquel je dis: «On va construire cette unité comme ça». Il avait voulu faire le GIGN avant. Je lui avais préféré Baril, et je lui avais dit: «Un jour, quand j'aurai besoin d'un officier, je t'appellerai. À l'époque, on se voyait, je vous appellerai». Et quand je suis sorti du bureau du président, je savais qu'il me faudrait un officier Officier. pour être le gendarme qui commanderait le GSP, et je l'ai appelé. Je dis: «Alain, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vous?» «Ah beh, voilà, je suis muté, je sais plus trop où». Il devait aller, peut-être, aller en Nouvelle-Calédonie ou je sais plus trop où. En fait, il avait un poste, il était, commandant, je pense. J'ai dit: «Beh, écoute, tu vas venir avec moi, est-ce que tu veux? J'ai une mission à l'Élysée, tu l'as vu dans la presse. J'ai besoin de toi pour commander le GSPRA que je vais créer. Tu viens?» Il me dit: «Oui, tout de suite». Et il est venu. Voilà. Donc il y a la parole donnée. Je lui ai dit: «Un jour, si j'ai besoin d'un officier», paf, la parole donnée. Et après, il a fait à l'identique ce que je lui ai dit. On a préparé ensemble. Je lui ai dit: «Je veux ça, ça sera comme ça». Il a, lui, rajouté sa touche personnelle parce que quand vous êtes confronté, au terrain, mais il a toujours su se souvenir que, au-dessus de lui, il y avait Prutot, et que le lien avec le président, c'était moi. Et le GSP, qui est une deuxième entité, a eu un chef et un fondateur, voilà. Dans un entretien, vous mentionnez une solitude intérieure profonde où vous vous êtes
un militaire, mais plus tout à fait militaire, un politique, mais pas tout à fait politique, et ensuite un civil, mais pas tout à fait un civil. Est-ce que ce sentiment est inhérent à la fonction de chef? Oui, je crois que il y a un thème récurrent dans les exercices pseudo-philosophiques qu'on fait faire à l'armée, c'est la réflexion sur la solitude du chef, qui est à partir de la prise de décision, tout ce que cela peut comporter comme conséquence. Quand vous avez décidé, heu, quand j'ai décidé malgré les ordres qu'il m'avait donnés ou contre les ordres que l'on m'avait donnés, d'intervenir parce que je savais que les enfants ne pourraient pas tenir une journée de plus, vu l'ultimatum qui nous avait été impliqué par le commando qui les avait pris en otage. Ils devaient nous en exécuter un à 17 heures. Il fallait que je prenne le risque. Et donc j'ai pris la décision. Heu, j'ai demandé à mes hommes si, comme on dit chez nous, s'ils le sentaient. «Oui, mon lieutenant, il y a pas de problème. Mais la décision, c'est vous et dans le résultat de l'opération, avec des impondérables que vous maîtrisez jamais, il y a une règle, au niveau de la prise de décision sur les impondérables. On décide de construire, un schéma pour faire quelque chose dans une entreprise. Mais on se dit: «Beh, si ça marche pas, il y a ce qu'on appelle le plan B, quoi, Ouais. le plan B». Mais quand on est obligé de réfléchir au plan C. Alors, j'en reviens à ma réflexion sur Dieu, c'est plus à la grâce de Dieu qu'autre chose, hein, parce que là, ça devient acrobatique. Et la solitude du chef, c'est bien ça, c'est qu'au moment où vous devez gérer la crise à un niveau qui va au-delà de ce qui était envisageable, vous êtes quand même le responsable, vous êtes celui qui a pris la décision. Et vous le portez toute votre vie. Et vivre avec ça, c'est pas forcément facile. Et le simple fait de vous dire, puisque moi j'ai jamais voulu accepter un ordre, puisque le seul ordre que j'ai accepté, je l'ai regretté, c'était à Orly, où on m'a donné l'ordre de laisser repartir celui qui était Carlos, dans un détournement d'avion, dans une prise d'otage à l'intérieur d'Orly, et je m'étais dit: «Plus jamais on m'imposera, on me dira ce Le que mode l'on veut, opératoire? Oui. mais on m'imposera pas. Si je dois intervenir, c'est moi qui décide comment. Je On m'imposera ce que l'on veut comme résultat, ce que l'on veut, mais pas comment. Le comment, ça sera moi». Mais ça, c'est la solitude du chef et par rapport à ce côté atypique, heu, c'est que vous évoquiez, c'est un petit peu ce que l'armée n'a pas trop aimé en moi, quoi. C'était, ce fait que tout d'un coup, vous soyez capable de dire: «Mais ça va pas, pourquoi?» On préférait lui dire: «Non, non, vous appliquez l'ordre», Alors depuis, j'ai découvert un truc marrant, c'est que quand vous recevez un ordre, il faut attendre le contre-ordre. Vos hommes ont un attachement très fort à vous et pourtant, vous ne montrez jamais d'affection particulière et vous gardez toujours une grande distance. Oui, je pense que c'est leur donner le respect qu'ils méritent, cette distance. Le «tu à moi», c'est c'est une fausse fraternité. Moi, j'y crois pas trop et on est dans un monde, je le sais, où tout le monde se fait la bise, je suis pas contre, hein, c'est pas un problème. Tout le monde se tutoie: «Allez, tu viens, allez». Mais comment veut-on imposer quelque et ça, j'ai vécu ça en travaillant avec les Américains. C'est tellement faux cul tout ça, parce qu'à un moment, c'est pas ton copain. Tu vas lui faire quelque chose qui va pas forcément lui faire plaisir. Tu vas prendre une décision qui va pas lui faire du tout plaisir et si tu as maintenu cette ambiguïté, eh ben, il va pas comprendre et demain, ça sera foutu parce qu'il te regardera plus de la même manière. C'est fichu et ça me paraît essentiel. Les gens que vous faites bosser autour de vous, ce sont des gens que vous appréciez, dont vous appréciez les compétences, dont vous tirez le meilleur. Mais c'est pas des ça peut pas être des copains. Pour moi, maintenant, je suis peut-être vieux jeu, hein, ça peut être des copains et le jour où on se trompe, eh ben, ce jour-là, c'est difficile de le réaliser parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui comprend pas. Vous avez pas maintenu la distance. Moi, jamais. Alors, en plus, c'était pas facile avec lui, hein, mais j'ai travaillé avec un président de la République pendant 13 ans.
j'ai vu des gens qui confondaient un petit peu, le fait que le président, à un moment, mettait moins d'espace. Ils ont rien compris. On met un peu moins d'espace parce que c'est à ce moment-là, c'est un peu plus souple. Mais ça veut pas dire qu'on va se taper dans le dos. Et je n'ai jamais, accepté d'avoir autre chose que l'espace qui était normal entre moi et mes hommes. Parce qu'à un moment, j'allais leur demander le pire, hein. Et si vous avez et je crois que j'ai aimé mes hommes comme c'est pas permis. Même si eux, entre eux, n'avaient pas la même amitié, ne s'entendaient pas de la même manière, mais le groupe, puisqu'on s'appelle comme ça entre nous, le groupe, cette unité, heu, elle existait parce que j'avais ce commandement. Mon surnom au GIGN, c'est le grand. Le grand. Voilà, c'est pas simplement peut-être par rapport à la taille. Petit secret de l'entrepreneur que vous êtes, il paraît que vous avez toujours un petit carnet où vous notez, toutes vos idées. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carnet? Qu'est-ce que vous avez inscrit dans ce petit carnet au fil des années, au fur et à mesure que vous créez, le GIGN, puis le GSPR? Alors, je gribouille, mais je garde pas. Alors, c'est c'est ce que me disait, le garçon qui a fait la BD parce qu'il me dit: «Ah, si vous aviez gardé tous les petits trucs que vous avez écrits et tout, ça serait plus facile», même il connaissait bien l'histoire à fond. J'ai besoin, je suis au départ un dessinateur, j'adore le dessin, je pensais d'ailleurs que je risquais d'avoir un avenir, dans le dessin, mais bon, je pense pas. Même si maman pensait avoir enfanté Michel-Ange. Non maman, je suis pas Michel-Ange. C'est c'est trop de talent, mais j'ai un talent. Je sais, j'étais un très bon copiste et tout et souvent, je trouve que des fois, à travers un schéma, un dessin, les choses passent beaucoup mieux. On montre aux gens un petit truc, ou on écrit, on retient une phrase, on dit: «Tiens, cette phrase-là, paf», on la note et moi, à partir du moment où j'ai écrit, c'est imprimé. Donc après la note, j'en ai plus besoin. Mais j'ai toujours eu besoin d'avoir ce sentiment d'avoir un petit bout de papier. Quand, j'ai fait les jeux olympiques, on était souvent dans Albertville? l'avion à Oui, ça Albertville, c'est oui. le prochain sujet. On était souvent dans l'avion et j'avais toujours mon petit carnet où, et j'avais à côté mon DIRCA qui était toujours là en train de qui était en même temps un ami. Jetais un coup d'œil pour savoir qu'est-ce qu'il attendait au prochain virage. Il espérait à travers mes notes, pouvoir le lire et comme en plus je suis, un gaucher contrarié, je commence à écrire de la main gauche et je finis par la main droite. C'est dommage que ces petits carnets aient été perdus parce que Oui, ça a été voilà. une mine, En fait, c'est une succession de plein de petites pages. Voilà, il y avait pas de carnet que j'ai trimballé, partout. Voilà. est-ce que ça stimule votre créativité? Absolument, oui, besoin d'écrire, j'ai besoin d'écrire ou heu, de faire un petit dessin des fois. Faire un petit dessin, qui apparemment rien à voir, mais est très logique, hein. Je veux dire faire, des volutes, des cercles, et en même temps je sais pas, ça joue dans mon esprit. Alors, GSPR, protection rapprochée d'une personne et de son environnement, tout petit périmètre et puis 1992, Albertville, les Jeux olympiques. On vous confie la sécurité, des sites partout, 50 nations différentes. C'est quoi cet énorme projet et comment vous l'abordez? Mais, c'est un projet qui était, vraiment neuf parce que, les jeux olympiques, qui avaient précédé étaient à Grenoble, en France, donc ça remontait, c'était sous De Gaulle, et on était dans un contexte au niveau de la communication, on l'a vu à travers ce qui s'est passé à Munich, qui fait qu'il y a une vulnérabilité pour les grands événements, de par la tribune qu'ils représentent. Donc il y a toujours cette crainte que, l'événement soit détourné au profit d'une cause fumeuse, mais suffisamment, importante pour les gens qui vont l'utiliser, pour commettre peut-être l'irrémédiable. Donc, ils avaient choisi, moi j'avais rien choisi du tout, de nous faire ça sur toute la Savoie, donc avec 13 sites olympiques. Je disais tout à l'heure,
en débattant un tout petit peu que j'avais un rapport bizarre avec le chiffre 13. En l'occurrence, il y avait 13 sites olympiques à Albertville et Ça vous porte chance, ce chiffre 13? eh ben, apparemment, oui, ma vie est bordée de chiffre 13. Mon premier rencontre avec Mitterrand, c'était le 13 juillet, et cetera, et cetera. J'en ai une liste longue comme le bras et je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Et donc 13 sites olympiques à Voilà, Albertville. donc mais par contre, j'avais 13 sites olympiques à Albertville et 13 sites olympiques avec, des vallées encaissées pour ceux qui connaissent la Tarentaise et la Maurienne, pas la Maurienne puisqu'on n'y était pas, mais la Tarentaise et le col des Saisies, à partir d'Albertville, quand il y a de la neige, c'est pas drôle, hein. Quand il y en a pas, c'est pas drôle parce que si on fait des jeux olympiques d'hiver, c'est pour avoir de la neige, mais quand il y a de la neige, ça peut ne pas être facile. Donc il y avait des problèmes de déneigement. Donc la sécurité ne se limite pas au terrorisme. C'est la sécurité de l'événement lui-même, des spectateurs qui puissent voir, comme on l'avait mis dans la formule que nous avions mis en place, pour permettre au maximum de voir, les jeux olympiques en toute sécurité. Et ça a été donc un challenge suffisamment important pour que je me penche, du fait de l'éclatement des sites et de la concentration du commandement, de développer un système de commandement administratif éclaté. Donc j'ai fait nommer des sous-préfets alors que c'était qu'un arrondissement, donc il y avait qu'un sous-préfet qui était à Albertville, de faire nommer des sous-préfets pour chaque zone olympique, qui avait 2 zones olympiques, donc refaire une nouvelle division administrative pour répartir entre les différentes forces engagées, les armées, la sécurité civile, la police, la DDE, l'équipement, la gendarmerie, répartir toutes les forces et avoir un commandement unique, avec un état-major unique. Et ça, dans un monde qui aime bien, où chacun a son précaré, c'était pas terrible. Et tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau, mais pas qu'avec ça. C'est qu'en plus, je voulais trouver Heu, un système qui permettait d'avoir, une prise de décision rapide par rapport à cet éclatement et le fait qu'on puisse pas stocker tous les matériels nécessaires sur chaque zone. J'avais pas la place, j'en avais pas assez, donc faire en sorte qu'avec un système intelligent, on va y arriver, un système intelligent, je puisse avoir la connaissance de mes ressources partout, de ce qui pouvait manquer s'il y avait une crise, avec un outil qui permettrait d'aide à la décision. On dit maintenant une intelligence artificielle. À l'époque, avec l'informatique que nous avions, qui était à peu près en puissance, le centième de votre téléphone portable, il fallait arriver à faire tout ça. Et j'avais la chance d'avoir comme directeur, et c'est pour ça que je l'avais fait venir auprès de moi, comme directeur de cabinet, le garçon qui avait transformé le système que vous avez eu la gentillesse d'évoquer tout à l'heure, Judex, Judex. que mon père avait développé avec un système optique, lui, il avait transformé avec les balbutiements de l'informatique. Et je m'étais dit, on va pouvoir, avec l'informatique, qui a une grande capacité de stockage des informations, faire une base de données unique à travers laquelle on pourrait, à travers une question simple, répondre pour savoir où on retrouverait les ressources en cas de crise. Et ce triptyque a été très compliqué à mettre en place. Et j'ai eu une idée de génie à un moment où pardonnez-moi le terme qui manque de modestie, mais je suis pas modeste, parce que on avait, vous connaissez les comités de pilotage chez Bull à l'époque, c'était l'informaticien qui nous restait en France. Depuis le plan calcul qu'avait mis en place De Gaulle. Et Bull travaillait avec le pape de l'informatique que j'ai revu depuis, et de l'intelligence artificielle en France qui s'appelle Romer. Je lui rends hommage parce que c'est un monsieur brillantissime. Il développait les premiers systèmes informatiques, mais en intelligence dite artificielle, donc en capitalisation de connaissances. Et, tout le monde se tournait, on se mordait la queue. On faisait réunion sur réunion. On avait fini par définir le nombre de risques pour faire le plus léger possible le système. Et sur 12 risques majeurs, on en avait éliminé 5. Par exemple, même si l'inondation était prévisible avec un barrage qui explose,
l'hiver et son étiage bas. Donc, on n'aurait pas eu la grande vague qui aurait déferlé sur la cérémonie d'ouverture. Mais bon, il n'y avait pas de raz-de-marée, enfin voilà. On avait ramené de 12 risques majeurs à 7. Le terrorisme étant inclus dans les risques majeurs. Et on tournait autour du pot. Est-ce qu'on fait 12 systèmes, 7 systèmes et tout. Et il y avait réunion, à tel point que j'avais fini par mettre en place une formule qui avait le don d'énerver mon Jean-Pierre Davillé, colonel de son état et directeur de cabinet qui m'accompagnait et qui avait la patience d'écouter tout ce que je lui demandais. Je dis, mais tu m'énerves avec tes réunions. Je dis, tu sais à quoi elles servent tes réunions? Il dit, mais quoi? À définir la date de la suivante. Je dis, maintenant j'en ai marre. Si les réunions doivent terminer à ça, je veux qu'on en sorte quelque chose. On refait une réunion avec ce qu'on appelait, je sais plus qui s'appelle toujours comme ça, les cogniticiens, donc des ingénieurs faits pour capitaliser dans chaque secteur les éléments importants en faisant venir des, entre guillemets, experts. La substantifique moelle, comme disait Rabelais peut-être, hein, voilà. Je lui dis, non, ça suffit. Et là, je me lève. J'ai dit, écoutez, là, j'en avais 9 cogniticiens. J'ai dit, j'en ai marre, on tourne autour du pot depuis. Alors, je vais vous dire, ça va être simple, mon système. Voilà comment ça fonctionne. On est en face, on s'en fout que ça soit un incendie, une attaque, ce machin. Toutes les crises entraînent des dégâts. Donc, article 1, la problématique, c'est les dégâts. Face à ces dégâts, il faut mener des actions. Deuxième, dans le triptyque, toujours, j'aime bien les triptyques. Deuxième triptyque, les actions. Et pour faire ces actions, il faut des moyens. Donc, à partir de cette base de raisonnement, vous allez me faire une base unique d'intervention. Et le système qu'on a appelé Ramsès, parce qu'on voulait faire. Parce qu'en plus, on n'avait pas, à ce moment-là, on avait ce qu'on appelait le tonneau pour représenter le disque dur, enfin la mémoire d'un ordinateur, mais on n'avait pas rien pour capitaliser la connaissance. Et dans ma petite tête d'amoureux de l'Égypte, pour moi, la base de la connaissance, c'est pyramidal, c'est la pyramide. Sauf que on a fait un tétraèdre. Donc il n'y avait pas 4 faces, mais il y en avait que 3. Enfin, si on ne compte pas la base. Et il y en avait que 3. Mais n'empêche qu'on a fait Ramsès, réseau automatique des moyens sous experts. Voilà. Et Ramsès qui a permis de réduire cette approche du risque, voilà, de façon beaucoup plus verticale, beaucoup plus concrète finalement. Voilà, et surtout très concrète, et surtout avec une base de raisonnement unique. Ça changeait tout. C'est-à-dire, et ça je pense que beaucoup de gens devraient penser à cela lorsqu'ils pensent avoir un problème, en fait c'est une réflexion générique. La base de raisonnement dégâts, actions, moyens, elle est générique. Elle est valable dans toutes les situations. Et ce principe même du générique, pour les grosses bases de raisonnement, me paraît essentiel. Et ça me laisse perplexe quand je vois que tout ce travail est resté dans l'ombre pendant des années, jusqu'à ce que l'on s'intéresse de nouveau à ce que l'on appelle maintenant l'IA, l'intelligence artificielle. Même si, comme je le dis, je n'aime pas le terme. Avec le recul, est-ce que vous pouvez partager peut-être vos 2 ou 3 meilleurs souvenirs de ces aventures extraordinaires de start-upers de la République? Alors, les souvenirs, bien sûr, il y en a beaucoup et comme je le disais tout à l'heure, par moments même quand je raconte ces histoires ou cette histoire, pas forcément dans ce qu'elles ont d'opérationnel ou d'incroyable, mission impossible, selon la terminologie du cinéma actuel. Il y a une anecdote que j'aime bien partager, parce que les gens la connaissent sans réaliser qu'on y était. C'est un film qui s'appelle Peur sur la ville avec Bébel, et cette rencontre avec Bébel Mando, qui, grâce à Verneuil, donc qui était le réal et le producteur, a fait de ce film la première mise en grand écran du GIGN, à travers la descente que l'on fait sur les bords de Seine, sur la tour Keller, c'est pas très, très loin d'ici, et où on voit
ces garçons qui donnent tellement l'impression de tomber d'un hélicoptère que des témoins ont averti les pompiers et qu'on a entendu pendant qu'on tournait les polices secours qui arrivaient, on vient de nous dire que des gens étaient tombés d'un hélicoptère alors qu'on se posait sur la tour Keller et on était en stationnaire à 120 mètres au-dessus de la tour Keller. Et c'est votre serviteur qui est descendu le premier parce que j'aimais bien Le rôle du chef. même si on me reconnaît pas dans le film. Et après, vous voyez toute la suite dans le film au moment de l'arrestation du principal assassin du film, l'homme que devait arrêter Belmondo. Mais ça nous a donné des moyens et ça nous a fait connaître à un niveau. D'abord, on a fait un entraînement que jamais j'aurais pu faire. J'en aurais jamais eu l'autorisation sur Paris parce qu'il pouvait y avoir des interventions possibles sur des grandes tours, donc avec ces dépôts en hélicoptère, qui ont fait connaître le GIGN, puisque ce film a été tourné en fin 74, début 75, a été projeté en 75, fait connaître le GIGN avant même que les opérations que nous avions déjà faites les unes après les autres soient vraiment connues, jusqu'à Djibouti où vraiment le groupe a été connu. Alors ça, c'est une anecdote plutôt ludique, plutôt marrante de se dire que... Et alors juste une petite phrase, régulièrement après, on s'est un petit peu croisé avec Bébel, parce que soit il le souhaitait, alors je n'en parlerai pas. Il faisait lui-même ses cascades. Hein. Oui, oui, oui. Là, non, il a été... Oui. la descente à rappel hélicoptère, il était accroché à un treuil. Mais peu importe. Pour le reste, ce qu'il a fait sur le métro, dans ce film, il a suffisamment bien fait pour s'être à moitié des 1000 épaules au moment où il doit se jeter à plat ventre sur le métro. Mais sauf que le métro, Verneuil voulait qu'il aille plus vite. Et ils avaient complètement oublié la rampe de signalisation et elle lui avait un peu percuté l'épaule. Et après, on se rencontrait, parce qu'on fréquente, il nous est arrivé de fréquenter les mêmes restaurants. Il se levait toujours, comme quoi il y a des gens qui sont extraordinaires, pleins d'humilité et tout. Il me prenait par le bras, il disait à la tablée qu'il avait autour de lui, j'ai tourné avec lui. Alors que c'était moi qui avais fait un petit bout avec Bébel. J'ai tourné avec Proto. Son heure de gloire, c'était d'avoir tourné avec le fondateur du GIGN. Voilà. Son heure de gloire, c'était d'avoir tourné avec le fondateur du GIGN. Mon heure de gloire, c'est d'avoir pu vous interviewer aujourd'hui. Christian, un immense merci de votre présence avec nous. Je mentionne quelques-uns de vos ouvrages. Mémoire d'État chez Michel Lafon, Au service du président également chez Michel Lafon, La petite demoiselle et autres affaires d'État. Vous nous en avez parlé largement. Et puis avec Jean-Luc Rivage et IGN, nous étions les premiers aux éditions Nimrod. Et puis pour Noël, une très belle occasion, un très beau livre, une BD par le scénariste et illustrateur Poma, GIGN, 1976-1983. C'est le tome 2. Il y a un tome 1. Tome 1 où il y a l'opération de Djibouti. L'opération de Djibouti qui retrace la création du GIGN. Portez-le haut et soyez-en fiers. Nous porterons haut et nous sommes très fiers d'avoir pu échanger ensemble. Christian, un immense merci de votre présence au sein de la communauté des masterclass de l'excellence managériale. Voilà, et merci d'avoir rappelé cette formule qui nous tient tellement à cœur en ce moment important où on remet le brevet à un garçon qui sait que là, sa vie commence. Sa vie commence. Le premier entrepreneur de la République, Christian Proutot. Un immense merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.